Donc, comme je disais, moi, je suis Pauline et je travaille à Coco Shaker. Donc, pour information, Coco Shaker, c'est un incubateur d'entrepreneurs sociaux. Donc, on accompagne des porteurs de projets des 4 départements d'Auvergne à monter leurs projets tout en répondant à un besoin social ou environnemental. Donc, la spécificité de Coco Shaker, c'est vraiment l'entrepreneuriat social. Et actuellement, on est en plein accompagnement puisqu'on marche par différentes promotions. Et en ce moment, on a la promotion expérimentation. Donc, on accompagne 16 projets dans le montage de leurs projets et c'est par un accompagnement collectif et du coup, le réseau aussi. Et l'inspiration, nous, c'est vraiment un objectif, c'est de se dire que on est sur un territoire riche en entrepreneuriat et qui peut aussi bénéficier d'un maillage assez fort et un soutien entre tout porteur de projet et les structures aussi d'accompagnement. Donc, on a à cœur d'essayer de faire des temps comme ces conférences inspirantes pour pouvoir mettre en lumière des entrepreneurs, des entrepreneuses du territoire sur leurs réussites, sur leurs échecs, mais aussi de manière générale sur leur parcours entrepreneurial. Donc aujourd'hui, on va… Faut que je débranche une Ah, machine. hop, parfait. Donc aujourd'hui, on est très contente et très content de présenter, de mettre en lumière Stéphanie. Donc Stéphanie, elle est de l'Allier, elle vient du Mazier qui est à Bourbon-l'Archambault. Donc elle est présidente de Coworking Allier. Donc elle a fondé ce réseau et elle est à la présidence. Je ne vais pas trop spoiler puisque, comme vous l'avez compris, Stéphanie va parler longuement juste après. Mais je voulais quand même introduire parce que on a souvent des relations aussi très fortes avec des entrepreneurs du territoire et notamment Stéphanie est aussi marraine de projets qu'on accompagne dans le parcours incubation depuis maintenant 2 ans. Donc elle accompagne individuellement un projet chaque année pour du coup des conseils, du soutien dans le déploiement de son entreprise. Voilà, et juste avant qu'on commence et que je laisse la parole à Stéphanie, on voulait quand même faire un petit temps d'interconnaissance pour un petit peu plus savoir d'où vous venez et pourquoi vous êtes là aussi avec nous. Donc, je vais laisser la parole à Fanny. Et juste avant de lui laisser la parole, je voulais juste mettre en lumière du coup Fanny qui est avec nous de Coco Shaker, responsable com. Marion Audissergue qui est directrice de Coco Shaker avec son t-shirt vert. Il y a aussi Marie de Coco Shaker qui est ici. Donc ici ne veut rien dire pour vous. On a aussi Marion Ona qui est à Coco Shaker et enfin Baptiste. Donc, vous pouvez retrouver aussi toutes les infos de l'équipe sur notre site internet et tous les projets qu'on accompagne sur notre site internet. Fanny, à toi la parole. Oui, juste avant de commencer, parce qu'on est quand même un petit peu curieux de savoir comment vous êtes arrivé là ou même ce que vous faites. En fait, si tous ceux qui ont des caméras pouvaient la rallumer juste un instant, parce qu'en fait, je vais juste vous poser des petites questions et comme on est nombreux, ben, finalement, je vais vous demander d'éteindre ou d'allumer votre caméra en fonction et comme ça, on voit au moins toutes les têtes qui veulent bien se montrer au moins une fois. Et j'en profiterai peut-être pour faire un petit print screen aussi. Bonjour, ah, c'est chouette de voir des têtes apparaître. En fait, déjà, on se demandait juste la première question, c'est justement avant de vous inscrire à cette caméra, en fait, qui connaissait Coco Shaker avant de s'inscrire? Donc, si vous reste allumé, ceux qui connaissaient Coco Shaker avant de s'inscrire à la conférence. Reste allumé ceux qui connaissaient Coco Shaker avant. Ah, il y a quand même quelques personnes qui s'éteignent, donc c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles personnes aussi qui nous découvrent via cette conférence. Et deuxième question, si vous pouvez rallumer du coup vos caméras. Ah, Marie est en télétravail. Pas évident de mettre la caméra. Il n'y a pas de souci, je comprends bien, il y a des cas particuliers. Et du coup, l'autre question, c'est qui connaissait le Mazier avant de s'inscrire à cette conférence? Du coup, si vous connaissiez le Mazier, ben, restez allumés et sinon, éteignez vos caméras. Bon, bah, c'est chouette, on va faire découvrir un petit peu le Mazier à des personnes autour de l'écran. Donc, merci beaucoup. Du coup, Stéphanie, je te laisse commencer. Donc, affichage en haut en mettant intervenant si vous voulez voir Stéphanie en plus grand. Et, Stéphanie, je te laisse te présenter et présenter un petit peu comment t'es venue, ton parcours, donc poser un petit peu les bases et le contexte de ta Ok, vie entrepreneuriale. Merci.
Eh ben, d'abord, bonjour en vrai à tout le monde. Moi, je suis contente d'être là cet après-midi. Je suis aussi un peu fébrile, je me rends compte, parce que c'est une chose de parler de l'aventure du Mazier, qui est un projet initié donc, dans l'Allier et qui s'est installé à Bourbon-l'Archambault. C'est une ville thermale de 2500 habitants. Et le Mazier, c'est un tiers-lieu où il se passe plein de choses, mais j'y rentrerai un peu plus dans les détails. Mais je pense que je ne suis pas tant fébrile pour vous présenter le projet, mais parce que la thématique sur le fait d'entreprendre et sur le fait d'être une femme qui entreprend, c'est des choses qui me touchent particulièrement, quoi, que je travaille, que je mets au travail tous les jours. Et je pense que voilà, c'est un truc qui me touche. Ce que je peux déjà vous dire sur l'aventure du Mazier, c'est que c'est une aventure qui est partie d'une forme d'utopie, l'envie de dire, après 15 ans passés dans les grands centres urbains, parce que j'ai grandi avec la croyance la croyance que ce serait plus intéressant et plus stimulant, où j'aurais plus de connexions, plus d'opportunités si j'allais vivre en ville et travailler en ville. Donc, j'ai expérimenté ça. J'ai travaillé dans le monde de la culture, moi, avant. J'étais 3 ans dans l'environnement de la danse contemporaine et après près de 12 ans dans le monde du lyrique. J'étais responsable du développement culturel à l'Opéra de Lyon. Et vers l'âge de 34-35 ans, je me suis dit, j'ai envie de vivre autre chose. J'ai eu aussi des enfants. Il y a des circonstances autour de moi qui m'ont fait déconstruire un peu cette vision que j'avais de à la ville, il y a plus d'opportunités. Et je n'ai pas le choix si j'ai envie de vivre une vie riche et pleine de perspectives. Et j'ai déconstruit ça et je me suis dit, mais non, moi, j'ai aussi envie d'expérimenter autre chose et de décaler mon regard. Et ça a été une réflexion personnelle et professionnelle. Et j'ai fait le choix de revenir dans l'Allier, qui est le département où je suis née. Moi, je suis née à Moulins. Et mon mari est de Bourbon-l'Archambault. Donc, on avait un point de chute qui était plutôt comme un retour aux sources. C'est comme ça que ça s'est fait. Et l'idée un peu utopique du Mazier, c'était de se dire, OK, on refait le pari de se déconnecter de la rapidité, de la vitesse, de la surstimulation marchande de la ville. Mais on a aussi envie de pouvoir être stimulé, de rencontrer des gens, de créer des espaces d'échange, de partage de savoir-faire. Et c'est là que l'idée d'un tiers-lieu est arrivée, en se disant, si on se projette vivre 15 ans dans ce monde rural, entouré de moutons, dans l'Allier, il y a 46 habitants au kilomètre carré, ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est moins que la moyenne nationale des gens qu'on dit en province, où c'est une centaine d'habitants par kilomètre carré. Donc, on n'a pas choisi le département le plus dense. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut créer comme environnement, comme espace qui permet de provoquer ces rencontres et de grandir ensemble, de partager des savoir-faire et de compétences et de continuer à apprendre ensemble. Et ça, c'est vraiment là où l'idée d'un tiers-lieu a émergé. Ensuite, on a réuni assez rapidement autour de cette idée en disant, voilà, si on a cette envie, qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? Est-ce que c'est pertinent? Comment on peut ajuster les pièces de ce puzzle? Et c'est comme ça que petit à petit est né le projet du Mazier, qui s'est construit pendant 2 ans et qui a abouti à l'ouverture d'un lieu physique dans le centre-bourg de Bourbon, où on trouve un café associatif pour la partie convivialité, échange et aussi premier prétexte à la rencontre, le café. On a un espace de médiation numérique parce que ça faisait partie des compétences des membres fondateurs. On était 7 membres fondateurs citoyens qui portaient cette idée. On a un espace de travail partagé en se disant, en faisant le pari on avait remarqué qu'il manquait, notamment déjà sur le public des femmes, un espace où se retrouver, partager des problématiques, notamment des femmes d'eux. Ça fait partie aussi de ce qu'on a observé de l'écosystème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes d'agriculteurs, de femmes d'artisans qui font du travail administratif, qui n'est pas forcément déclaré, en tout cas assumé ou rémunéré. Et ces personnes-là, elles n'ont pas d'espace à part le coin de la table
pour avancer sur les questions administratives. Et donc, au début, on s'est dit un espace de travail partagé où ces personnes peuvent venir discuter, vérifier qu'elles sont, demander des conseils. Ça a du sens. Donc, il y a cet espace-là de travail partagé. Et il y a aussi un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication équipé de machines numériques qui est installé dans le lieu. Et tout ça dans un bâtiment qui est en centre-bourg, juste derrière la mairie, à Bourbon-l'Archambault. Ok, merci Stéphanie. Quand tu dis que le projet a été créé en 2 ans, déjà, Ouais. est-ce que tu peux redire et situer avec des dates, des années? Ouais. Et comment vous avez vécu un peu ce rapport au temps? Est-ce que 2 ans, c'était plutôt long ou est-ce que, au contraire, c'était pour bien faire les choses? Voilà, comment on jauge de ne pas se précipiter pour monter un lieu quand, au contraire, on sait qu'on a envie d'y aller, quoi? Je pense que tu me reposes la question en 2017-2018, je te dis que ça ne va pas assez vite et je me remets dans mes baskets de l'époque, on s'est senti surtout on s'était dit, 1 an et demi, c'est OK pour, entretenir la motivation, arriver à mobiliser, 2 ans, c'était une limite, qu'on ne s'était pas vraiment donnée. Ça a été le contexte qui a fait, c'est la durée des travaux, de temps d'aménagement et tout ça. Mais avec le recul, maintenant, parce que le lieu a ouvert donc en janvier 2019, donc on a fêté nos 3 ans. Et avec le recul, je dirais que c'est du temps qu'on a employé à peaufiner la qualité des partenariats qu'on a aujourd'hui avec les structures, les gens, les collectivités autour. C'est-à-dire que finalement, ça a été un mal pour un bien parce que dès l'ouverture, c'est souvent un écueil dans les tiers-lieux, c'est qu'on a un peu la croyance que on va ouvrir un lieu super et qu'il va y avoir du monde dès le premier jour parce que cette proposition, elle va être comprise, elle va être appropriée, elle va s'approprier et être partagée. Et c'est vrai que ça ne suffit pas. Moi, je l'avais déjà expérimenté parce que j'ai un diplôme en médiation culturelle et ces questions de comment on provoque la rencontre entre un objet artistique à l'époque, c'était ça, et des publics qui ne se sentent pas spécialement concernés par ces problématiques. Ce n'est pas juste en ouvrant ou en mettant un événement gratuit. Et ça, c'est des trucs que j'avais travaillé dans mon temps avant. Donc, c'était quelque chose qui a été bénéfique aussi pour le projet de tiers-lieux, parce que les tiers-lieux, par définition, ils sont en réponse aux besoins d'un territoire, d'habitants, d'associations, et ils viennent en complémentarité avec ce qui existe déjà. Donc, la nature de la confiance et du degré de partenariat en amont, c'est fondamental. Ok. Oui, je pense que ça nous parle beaucoup, ce que tu évoques sur voilà, de faire aussi avec l'existant, de voir les spécificités finalement d'un territoire pour justement répondre aux besoins et pas faire l'inverse. Du coup, je comprends. Et du coup, est-ce que dans ce parcours-là, vous avez pu bénéficier d'aide, d'accompagnement spécifique pour vous? Ouais. Moi, à titre personnel, avant de quitter mon CDI à Lyon, j'avais choisi de me former sur une formation qui s'appelle coordinateur gestionnaire de tiers-lieux, qui est une formation mi à distance, mi en présentiel, et que j'ai pu gérer tout en ayant une activité à temps plein à côté. Et ça, c'était vraiment pour permettre de me dire, est-ce que je suis complètement dans le délire de la bobo trentenaire qui a envie de voir des arbres, ou est-ce que ça peut être concrètement ma vie d'après. Donc ça, je l'ai fait pour moi et ça m'a permis de me poser à moi les questions de où j'en étais, quelle énergie j'avais à mettre dans ce projet, quel temps, quel budget aussi, parce que c'est quand même un truc à anticiper, même si on ne sait jamais de quoi la vie est faite, mais ça s'anticipe de quitter un boulot et de se dire, allez, je me lance dans un truc que j'ai jamais fait avant, dans un endroit où j'habitais pas avant, où il y a longtemps. Donc ça a été la première étape pour moi. Après, une fois que j'ai été consolidée dans ce choix, on a intégré Alter Incube en incubation, en pré-incubation puis en incubation. Et ça a été une dynamique collective qui a permis de consolider le projet et de se reposer les questions, notamment les questions qui fâchent, parce que
entre une note d'intention où on se dit, voilà, on veut un lieu mixte, on veut un lieu joyeux, on veut un lieu bricolé, on veut un lieu… Enfin, voilà, on avait fait tous nos critères d'un lieu idéal, un lieu qui change le monde, enfin voilà, je vous en passe et vous imaginez bien la tendance. Il y avait à se dire, OK, du coup, comment ce lieu, ça peut devenir concret? Quelles sont les briques à mettre en place pour avoir cette exigence, entretenir cette envie et ça, l'accompagnement Alter Incube nous a permis de le faire, notamment sur l'accompagnement économique et faire des choix aussi priorisés sur… Au départ, ce lieu, il avait aussi un aspect très culturel avec des résidences artistiques et c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre à plus tard parce que pour des raisons de place dans l'espace et de viabilité économique aussi. Ok, merci Stéphanie. Donc, pour information, du coup, Je relaye une petite question très pratique de Clémence dans le chat qui demandait si tu pouvais redonner cette formation que tu as suivie. C'est l'Aliptic, ALIPTIC, et je crois qu'ils recrutent d'ailleurs en ce moment. Enfin, il y a une vague. Ouais, Aliptic, merci Fanny. Ils sont basés à Limoges. Et parce qu'en fait, en Nouvelle-Aquitaine, il y a notamment sur la dimension d'accompagnement des tiers-lieux, ils ont, je ne sais pas, 8 ans d'avance à peu près, je dirais, grosso modo. Voilà. Parce que ça a été une question qui a été assez vite identifiée par les pouvoirs publics, et notamment à l'échelle régionale, en disant c'est des lieux où il se passe des trucs et qui répondent avec la désertification des services publics actuellement. Enfin, en tout cas, il y a moins de vrais gens qui sont là pour répondre aux questions en direct. Ils ont fait le pari il y a plus longtemps que d'autres régions, que ces lieux-là, ils avaient de la pertinence. Donc, il y a une structuration qui est vachement intéressante à observer en Nouvelle-Aquitaine. Et l'Aliptic, c'est une formation qui est basée à Limoges, en Nouvelle-Aquitaine, et qui m'a permis aussi de découvrir des tiers-lieux en Creuse, où on partage les mêmes types de problématiques que dans l'Allier. Donc, c'était très enrichissant. Je la conseille. Merci pour la recommandation. J'en profite pour préciser du coup que Alter Incube, c'est l'incubateur qui est rattaché à l'URSCOP, qui est l'Union régionale des SIC et des SCOP, et ils accompagnent des projets innovants collectifs. Donc voilà, donc c'est un acteur présent en Auvergne et en Rhône-Alpes, avec qui notamment Coco Shaker travaille beaucoup. Voilà, merci Stéphanie. Et du coup, quand tu parles là d'inspiration d'autres lieux, est-ce que justement il y a des lieux qui ont vraiment, qui vous ont vraiment inspiré dans la démarche, vers lesquels vous vous êtes rapprochés, voilà, sur qui vous avez pu vous appuyer pour monter le Mazier? Ouais, en fait, on a profité du fait qu'on avait organisé des visites dans des lieux et rencontré déjà des gens. Donc, le degré de confiance, il était déjà installé, mais dans les tiers-lieux et les Fab Labs, il y a une philosophie aussi du partage d'informations, d'échanges qui est assez présent. Donc, ça, c'est facilitant quand on a une question toute bête, genre comment tu as fait quelle machine tu as utilisée pour monter ton Fab Lab, quel tableau Excel tu as utilisé pour faire ton budget, des trucs tout bêtes, mais qui peuvent gagner énormément de temps quand on se prend la tête, quand on monte un projet. Et moi, j'avais été très inspirée par la quincaillerie numérique à Guéret, qui a une qui a une chouette histoire. Après, on n'est pas du tout dans les mêmes chaussures, je dirais, parce que c'est un projet qui est porté par une communauté de communes. Donc, on n'avait ni la même envergure de départ, ni la même capacité de déploiement en cours de projet. Mais ce que j'ai aimé dans ce projet-là, c'est déjà la transparence des personnes qui accueillaient les gens et de l'espèce de posture professionnelle qui peut dire ça, sur ça, je suis compétent, je peux t'accompagner. Ça, là-dessus, je préfère passer la main à quelqu'un d'autre qui sera plus à même de te répondre ou de t'aider. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Et puis aussi, ça nous a vachement détendu sur le Mazier, sur… parce que la quincaillerie, c'est à l'époque, parce que maintenant ça a changé de local, mais c'était dans une ancienne quincaillerie, dans une des rues principales de Guéret, donc à Tristounette, un lieu qui était un commerce et
quand on y rentrait, à l'époque, il y avait encore les dalles de PVC comme de la quincaillerie, il y avait des vieux canapés défoncés, enfin, tout était de briques et de broc. Mais ce qui se passait à l'intérieur, c'était juste magique, quoi. Donc on s'est dit, en fait, c'est pas tant l'environnement est à soigner, évidemment, mais c'est pas tant le choix de la bonne table ou du bon luminaire qui fait l'âme d'un lieu. C'est aussi la qualité de présence des gens qui y sont et puis la capacité à laisser advenir, en fait, laisser la place aux autres. Ok, une belle réponse. Merci. Et du coup, finalement, une fois que vous avez pu vous inspirer, regarder les besoins du territoire et commencer un petit peu à monter le projet, quels ont été vos premiers tests, vos premières expérimentations? Tout à l'heure, tu disais que il ne suffit pas d'ouvrir pour que tout se lance. Voilà, qu'est-ce qui a fait que, au fur et à mesure, la machine s'est un peu enclenchée et vraiment le côté premier test? Je pense qu'il a fait que la machine s'est enclenchée, c'est la pugnacité. Ouais. C'est le fait qu'entre un effet d'annonce et puis 2 ans, il faut les tenir et mobiliser un collectif, même si on n'était que 7, 2, puis 4, puis 7. C'est pas anodin, quoi, comme imagination et puis comme énergie, quoi. Après, on a travaillé vraiment par, on peut pas dire par expérimentation au sens où on aurait fait un mini masier et on aurait vu ce qui aurait pu émerger comme usage et tout ça. C'était plutôt par présentation. Donc, on est allé voir des centres sociaux, on est allé voir des collectivités, on est allé voir plein d'acteurs hyper différents. On est allé voir des gens sur le marché, des habitants, quoi, qui pas classés sous une étiquette. En disant, nous, on a cette idée, on aimerait la structurer de cette manière, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est tous ces allers-retours qui ont nourri, en fait, ce qui est devenu aujourd'hui le Masier. Et en fait, cette capacité d'ajustement tout le temps, on la maintient, alors à moindre échelle, parce qu'on ne peut pas tout construire et déconstruire tous les jours. Mais cette espèce, c'est agilité qui me vient, même si c'est un peu de la novlangue et du jargon un peu à la mode. Mais Itératif de ouais, tester. voilà. C'est ça. Mais on ne l'a pas fait. Là, par exemple, on travaille avec Polymorphe, qui est une autre association sur le bassin du pays de Troncé. Et à 2 associations, on imagine un autre tiers-lieu dans un centre-bourg à Sérilly. Et là, on fonctionne autrement parce qu'on a plus d'expérience et puis on a plus de moyens aussi financiers. Et là, par exemple, début février, on va faire une résidence test sur le futur lieu avec le regard d'architecte. Donc là, on fonctionnera différemment sur ce nouveau projet. Mais pour le Masier, ce n'était pas le cas. Je vois. Mais du coup, ce que j'entends, c'est quand même que la force du collectif, et je pense d'avoir un peu co-construit la démarche avec les habitants, avec les collectivités, ça a été assez essentiel dans le projet. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux un peu plus parler de la fédération d'une communauté autour du Masier? Est-ce que c'est venu finalement facilement? Est-ce que du coup, les habitants, ils ont tout de suite pris part au projet? Ou est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, que voilà, c'était quand même monter un projet, toi tu revenais d'ailleurs, donc est-ce qu'il y a eu des difficultés par rapport à la fédération de la communauté? Je pense qu'on avait un atout, entre guillemets, c'est qu'on connaissait déjà cet endroit, qu'on a fait le choix de la ruralité. Enfin, c'est vraiment un truc, ça c'est un truc hyper important à dire dans notamment l'entrepreneuriat dans le monde rural, c'est qu'il y a, pour un grand nombre, c'est subi. Et je pense que ce n'est pas la même façon d'entreprendre ou de mettre de l'énergie dans une idée ou un projet à développer quand on n'a pas le choix et quand on a le choix. Donc déjà, nous, on avait le choix, on a fait le choix. Après, c'est un lieu où c'est pas comme si on n'y avait pas remis les pieds pendant 15 ans. C'est un endroit où nos familles sont implantées ou pas loin. C'est un endroit où on a gardé des amis qui ont constitué les premières personnes et qui sont en plus toujours là dans les membres fondateurs. Donc, la communauté, elle était embryonnaire déjà sous cette forme-là. Après, on avait tout misé sur si le projet répond aux besoins, on n'aura pas besoin, entre guillemets, d'aller ratisser large parce que c'est le projet qui… s'il n'est pas pertinent, il n'y aura personne, quoi. Et puis, ce n'est pas grave.
accepter que si on s'est planté et si même collectivement, avec le soin qu'on a pris à construire des partenariats en amont, si la mayonnaise, elle ne prend pas, en fait, c'est la vie, quoi. Donc ça, je pense qu'il y avait une posture comme ça de dire on tente l'expérience. Si ça prend, c'est super. On aura plein de choses à apprendre aussi ensemble. Et si ça ne prend pas, ce n'est pas la mort, quoi. Voilà. Oui, je pense que ça, c'est assez essentiel aussi de se dire que chacune des actions peut être vécue comme des expériences. Et voilà, et comme tu dis, si en l'occurrence, c'est une réussite, donc c'est génial, mais aussi de pouvoir valoriser des échecs qui peuvent amener à d'autres choses. Et du coup, ça me fait venir un petit peu à la question autour de... je sais que c'était important pour toi aujourd'hui qu'on aborde la question d'être une femme entrepreneuse dans des territoires ruraux. Et justement, est-ce que ça a été plutôt des freins dans ton montage de projet? Alors là, on peut parler du Mazier, mais tu peux aussi parler d'autres activités de manière plus globale. Ou est-ce que, au contraire, ça a pu te permettre d'ouvrir des portes, de parler à différents publics? Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette relation-là? Ouais. Pauline et Stéphanie, oui. Désolée, avant, parce qu'il y a une question qui est vraiment liée à ce que vous disiez juste avant. C'est une question vraiment aussi très concrète. Est-ce que vous aviez un plan B si jamais ça ne fonctionnait pas? Avant que tu répondes à la question de Pauline. C'est une bonne question. Est-ce que moi, perso, j'avais un plan B ou est-ce qu'on avait un plan B pour le projet? C'est quoi la question, du coup? C'est est-ce que vous aviez un plan B si jamais le projet ne fonctionnait pas? Peut-être qu'elle va nous préciser ce qu'elle voulait dire. Préciser si vous voulez. Vas-y, C'est dans le sens, parce que c'est toujours un peu effrayant quand on quitte son emploi de salarié et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, surtout quand on t'entend dire si ça marche pas, tant pis. Comment on fait pour se rassurer, pour se dire si ça marche pas, tant pis, et j'ai ça à côté, ou alors ça marche pas, tant pis, je sais que j'ai les capacités de rebondir en 1-2 semaines, c'est pas un souci. Alors, je n'aurais pas dit rebondir en 1 ou 2 semaines. Parce que c'est vrai, quand tu te mets en mode projet, tu as envie que ça marche. Et puis, voilà, il y a un truc... mais en fait, on s'était mis pour le projet un peu des mini-étapes qui nous permettaient de se dire, si cette étape, elle est franchie, on peut célébrer, quoi. Un peu un truc comme des petits jalons. Et il y avait le premier truc, parce que le projet, on l'a écrit avant d'imaginer où il s'installerait au départ, au tout départ, si je remonte dans le temps. Et ensuite, on s'est dit, ce projet, on va le présenter à des municipalités parce qu'on savait qu'un tiers-lieu, s'il n'était pas soutenu par les collectivités, ce n'était pas ce qu'on voulait. Ça peut se faire, on peut construire un projet contre, mais c'est quand même plus galère. Et donc, on est allé le présenter à plusieurs mairies. On s'était dit, s'il y a une mairie qui dit oui, c'est la victoire, quoi. Donc, c'était notre premier jalon. Donc, on a avancé un peu comme ça. Puis après, en disant, si la mairie qui dit oui, elle a un local à nous mettre à disposition, c'est la grosse victoire. Voilà. Puis après, si elle accepte de le mettre aux normes, aux conditions où on veut, là, c'est champagne. Enfin, voilà, on a avancé toujours comme ça et comme des micro-célébrations. Et puis, ça permettait aussi de se dire, c'était la façon de se rassurer, de se dire, si cette étape, elle est pas passée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est maintenant qu'on arrête? Ou est-ce qu'on insiste parce qu'il y a encore la foi? À chaque fois, ça ajustait. Donc, je n'avais pas de plan B à 2-3 semaines, mais j'avais des petites étapes qu'on partageait en collectif. Et puis, moi, personnellement, ce que je m'étais dit, c'était quoi qu'il se passe, je suis en train d'apprendre. Et ce que je suis en train d'apprendre, j'avais la conviction que ça me serait presque plus utile qu'un nouveau diplôme, quoi. Un truc un peu comme ça, que c'était ma formation. Mais j'étais d'autant plus sereine que moi, j'avais négocié une rupture conventionnelle avec mon précédent employeur et que j'avais 2 ans devant moi voilà, donc de chômage. Donc ça, c'était ma réalité à ce moment-là. Clémence, ça va? Ça répond à ta question? Oui, super, merci beaucoup. merci. Merci Stéphanie d'avoir répondu. Du coup, à moins qu'il y ait d'autres questions un peu sur cette thématique, on peut enchaîner sur le côté. Ah oui, il n'y a pas de problème. Sur le côté un petit peu plus du coup d'être une femme entrepreneuse, frein ou porte ouverte.
Et ça, encore une fois, c'est des trucs que je n'avais pas identifiés, moi, à l'époque, parce que j'étais très concentrée sur le faire et pas trop sur le je réfléchis à faire. Et c'est plutôt, une fois que le lieu a été ouvert, donc courant 2019, moi, j'ai intégré un parcours, d'ailleurs, que je vous conseille d'aller creuser. C'est un parcours qui est proposé par Empower, qui est une association qui accompagne en particulier les femmes et les femmes qui développent des projets dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et moi, j'ai intégré, donc ça s'appelait Women Act. Maintenant, ça a changé. Elles ont un peu fait changer le nom, mais bon, en 2019, c'était ça. Et on était 30 nanas à intégrer des temps de réflexion sur nos projets et puis de réflexion sur ce qui était différent ou pas dans le fait d'être une femme et d'entreprendre dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ah, bah, se clôture le 6 février prochain. Eh ben, on est pile dans les temps. C'est même pas fait exprès. Ah là là, belle programmation. Mais si vous êtes curieuse et si vous avez envie d'expérimenter des choses, je vous le conseille puisque c'est une équipe qui réfléchit et qui est aussi en réflexion pédagogique. Donc, ils revoient chaque année leur format et ils intègrent de plus en plus des dispositifs de l'ordre de l'intelligence collective. Et c'est assez chouette à expérimenter. Et donc, au cours de cet accompagnement, moi, ça m'a permis un peu de prendre du recul, de lever le nez du guidon et de pouvoir observer, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que c'était parce que j'étais compétente à ce moment-là, ou que le collectif était prêt, ou est-ce que c'était dans l'air du temps, les tiers-lieux, à ce moment-là, c'est quoi qui a fait que ça a marché, c'est quoi qui a fait que ça a freiné à des moments, et l'angle d'observation du côté genre m'a paru intéressant. Et ça me fait, maintenant que cette porte est ouverte, ça me fait aussi de plus en plus approfondir ces questions. Et plus je les approfondis, plus je trouve des données et des éléments qui confortent entre ce que je peux percevoir de ce qui se passe à l'échelle micro-locale du Mazier et un peu la grande histoire, en tout cas la sociologie plus largement. Et la question, ça interroge vraiment sur la question de d'où on part, quels sont les privilèges dont moi j'ai bénéficié, dont on bénéficie en tant que femme blanche, quelles sont les inégalités qui viennent aussi parce que moi, par exemple, je ne viens pas d'un milieu favorisé économiquement. J'ai eu la chance d'aller à l'école, je vais dire. Et de pouvoir regarder mon parcours et la façon dont j'ai avancé à l'aune de ce prisme-là. Donc, c'est plutôt un temps réflexif. Ah, Fanny, tu avais une question? Oui, mais je te laisse finir parce que c'est une question de moi-même. Ok. Donc, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la réflexion sur les actions et qui est nourri par beaucoup de retours, beaucoup de demandes de conseils ou d'accompagnement qui arrivent, notamment des femmes, au sein du Mazier. Ma question, justement, c'était par rapport au collectif du Mazier. Ouais. Du coup, puisque tu as ressenti ça, est-ce que c'était que le collectif était entièrement composé de femmes aussi, ou c'est plutôt toi individuellement qui allait sur ces sujets-là? Non, au sein du CA, c'est mixte. Et on s'est posé la question, notamment quand on a dû faire une demande de prêt. Quand on commence à aborder la question des financements, c'est vrai que ça a été un peu dur à formaliser. Pour moi, ça a été assez violent de se dire si j'y vais toute seule, j'ai moins de chances que si j'y vais moi avec un homme. J'ai moins de chances d'obtenir un prêt. On me prend moins au sérieux. Pareil, quand on va discuter avec certaines personnes dans les collectivités, il y a des a priori sur le fait que c'est chouette un projet économique, à la limite un projet social ou un projet de garde d'enfants. Je pense que
j'aurais eu moins de freins peut-être, mais un projet où il y a de l'économie dedans, c'est des choses qui sont revenues. Alors sans que ce soit, je veux pas transformer ce discours en victimisation du tout, c'est juste des choses qu'on a pu observer et que je trouve intéressant d'interroger parce que ça nous a permis, nous, de développer des stratégies en disant, bah, OK, si c'est cette personne, bah, je suis désolée, mais ça se joue entre mecs. C'est dur à dire, mais c'est encore le monde en 2022. Donc, c'est des choses à ne pas minimiser, notamment si on lit les études. Moi, j'ai consulté il n'y a pas si longtemps, il y a eu un rapport qui s'appelle, il faut que je vous retrouve, je crois que je l'ai noté quelque part. Ah oui, c'est un rapport qui date de fin 2021 et ça s'appelle « Femmes et ruralité, en finir avec les zones blanches de l'égalité ». C'est le Sénat, hein, c'est pas hyper progressiste. Hein. Et les zones blanches de l'égalité, moi, je me suis dit, oh là là, c'est comme les zones blanches du téléphone, quoi. Il y a un truc, il y a des endroits où ça passe pas, le téléphone. Et ben, il y a des endroits où l'égalité femmes-hommes, elle est pas encore, elle est pas réelle, quoi. Et c'est une réalité. Et est-ce que du coup, tu sens qu'au fur et à mesure, ça a pu se débloquer, tes appréhensions, elles ont pu être voilà, minimisées au fur et à mesure parce que justement, ton projet prenait de plus en plus de crédibilité et peut-être la confiance dans le projet en soi, elle a augmenté? Je pense que la confiance dans le projet, elle a augmenté, mais plus on avance dans le projet, plus ces questions, elles deviennent vives et pas que pour le projet. En fait, elles le dépassent. Et ça se recoupe aussi avec les questions de ruralité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du constat que dans le monde rural, il y a plus de freins pour entreprendre. Il y a plus de freins parce qu'il y a moins d'accès à la mobilité, parce qu'il y a moins d'accès aux formations, parce que, il y a plein de choses qui sont écrites noir sur blanc, théorisées, quantifiées. Et quand tu additionnes les questions de problématiques de freins dans le monde rural et que tu les additionnes à la question de l'égalité femmes-hommes, et ben, ça fait presque au carré, quoi. Il y a un truc... Donc, au sein du Masier, on s'est dit, il y a certainement un espace à ouvrir de réflexion sur ces questions et de dire, celles qui se sentent concernées, ça exclut pas les mecs, hein, mais celles qui se sentent concernées, discutons-en et puis voyons s'il y a des choses à faire. Est-ce que c'est juste un espace d'échange? Est-ce que c'est juste... Parce que c'est pareil, quand on regarde sur la question de l'entrepreneuriat des femmes, il y a souvent des freins qui sont liés à la charge domestique. Elles sont souvent moins disponibles parce qu'elles ont plus sur leurs épaules, plus de gestion de la famille, souvent des enfants, etc. Et du coup, elles ont moins la capacité à faire réseau. Et dans le monde rural, la capacité à faire réseau, il est autour du bouche à oreille essentiellement, parce que ce n'est pas hyper formalisé souvent les informations. Et si tu n'as pas le temps pour aller rencontrer un embryon de réseau pour avoir ces informations, ça se déroule jamais, quoi. Donc, il y a un truc comme ça où je pense qu'un tiers-lieu qui se pose ces questions-là, qui les amène au centre du débat, peut-être imaginer avec les gens autour des espaces de réponse, quoi. Ouais. Du coup, ça peut être même un soutien pour les personnes et les habitants qui se posent ces questions sur place. C'est vrai que la question de la ruralité, elle est aussi importante. Je sens en plus que elle a été un facteur en plus à prendre en compte pour vous. Et est-ce que tu penses que vous avez... Enfin, là, moi, sans parler, je ne connais pas forcément, du coup, entreprendre en ruralité, mais je me pose la question de, est-ce que finalement, il faut accepter les spécificités rurales ou essayer de les contourner tout en ne dénaturalisant pas la spécificité de la ruralité? Est-ce que c'était clair déjà comme ça dépend ce que tu mets dans spécificité, parce que si on pointe le fait qu'il y a plus d'entraide qu'en centre-ville, évidemment, il faut l'encourager. Si il y a moins de mobilité, c'est comment on y répond. Parce que les citoyens, ils n'ont pas ou peu la main sur les schémas directeurs et qu'on aura beau dire, je sais pas, on veut un train jusqu'à Bourbon-l'Archambault. Je ne pense pas que ça arrive dans l'année qui vient. Donc, il y a des manières d'inventer
d'inventer autrement, mais c'est aussi d'imaginer des réponses à plusieurs, quoi. Se mettre autour de la table et dire OK, c'est quoi ton problème, c'est quoi ton frein, est-ce que faire 45 minutes de voiture pour aller à un rendez-vous, ça va quand ça va pas Ouais, tout le temps, quoi. Il y a un moment, tu te rends ça compte sur une journée de travail, sur ouais, des plans de création. c'est ça. Donc, je dirais pas contourner, je serais plutôt dans inventer ensemble d'autres façons de pouvoir faire. Ok. Oui, et comme tu disais tout à l'heure aussi sur le côté agilité Mm. ou prendre en compte ça. Mm. Ok. Et du coup, si je reviens un petit peu sur les paroles juste avant, quand tu disais que tu avais eu aussi des inquiétudes ou peut-être des appréhensions dans ta recherche de financement, notamment d'y aller peut-être seule, est-ce que tu sens que rétrospectivement, par rapport au parcours du Mazier ou d'autres expériences, est-ce que tu as été bien accompagnée? Est-ce que tu as des acteurs vers qui tu as pu avoir confiance, où tu as ressenti un vrai soutien sur l'aspect financier? Bah, oui, heureusement, on n'en serait pas là, je pense. Oui, ça, c'est, sur les soutiens financiers, en fait, le plus flagrant, là où ça a pu bloquer, c'est quand on est sur du domaine économie pure. Parce que le secteur de l'économie sociale et solidaire, je pense, est un peu plus au fait des profils des entrepreneurs sociaux. Et nous, on rajoutait une couche, c'est-à-dire que quand on est allé demander concrètement un prêt bancaire, donc on était un collectif avec une volonté de collégialité. Bon, au final, on a quand même nommé un président, enfin l'association, finalement, on a choisi un mode de fonctionnement assez classique pour justement s'éviter tous les débats sur « Ah, mais vous n'avez pas de président, qu'est-ce qui signe ?» Bref. Donc, on avait un fonctionnement donc plutôt collégial avec un projet qui n'était pas une reprise d'activité, qui était une création d'activité. Donc, prouver la rentabilité économique d'un lieu qui n'a jamais existé sur ce territoire, c'était un deuxième frein. Et puis le troisième, c'était un tiers-lieu, quoi. Donc maintenant, ça commence à être des formats, on en entend parler beaucoup plus qu'en 2016-2017. Et puis en plus, quand on dit bah ouais, il y a plusieurs types d'activités, elles seront à des tarifs solidaires pour permettre à tout le monde d'y accéder, on nous a renvoyé un peu notre côté utopiste, quoi. Donc c'est vrai que ces questions-là, elles se sont posées quand on est rentré, quand on a dû aller sur le chemin de l'économie pure, quoi, je vais dire. Dans le secteur plus de l'économie sociale et solidaire ou des subventions publiques, c'était beaucoup moins. Les barrières étaient techniques, en fait. C'était pas lié. Oui, je vois bien. Ok. Et là, du coup, comment vous imaginez le projet dans les prochaines années? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a une pérennité où il y a d'autres envies? Là, je t'entendais parler d'un autre tiers-lieu qui est bientôt qui va se faire. Est-ce que tu peux en parler un peu? Le Mazier, il sera ce que les gens décideront d'en faire. Enfin, il y a un truc très organique sur. On arrive quand même avec cette question de fédérer un espace pour les femmes qui ont envie d'entreprendre, qui, je pense, se concrétisera en 2022. Enfin, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, il y a des signaux sur le terrain et puis des envies dans les salariés et les membres du conseil d'administration. Donc ça, je pense, c'est une thématique qu'on traitera. Je ne sais pas encore comment, mais qu'on mettra au travail. Il y a effectivement le sentiment que il faut déjà consolider ce qui existe, c'est-à-dire que c'est jamais acquis, c'est pas parce que on a une communauté active que rien ne nous dit que ça va pas s'effondrer. D'ailleurs, le Covid, les années 2020 et 2021, elles n'ont pas été hyper rassurantes en termes de mobilisation citoyenne, hein, donc on est prudent, quoi, voilà, ça reste un point d'interrogation sur est-ce que les gens continueront à venir adhérer, avoir envie de proposer des choses. Ça reste le point d'interrogation. Après, je pense qu'on en est à un stade où on se dit cette expérience, elle est partageable, elle fait sens
à des endroits où il y a des besoins. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à se dire, ouais, on peut réfléchir à s'associer avec une autre asso pour imaginer un autre endroit. Ce qui nous a permis aussi de consolider ce positionnement, c'est un autre label qu'on a obtenu avec la Péniche d'abord. Là, je vois Gilles dans les présents, qui est un label qu'on a demandé en consortium, donc avec le Mazier et la Péniche à Moulins, pour pouvoir imaginer des espaces d'échange et d'identification entre tiers-lieux à l'échelle du département. Et ce label, il s'appelle Fabrique de territoire. Et il nous permet, là on est dans la dernière année, et il nous a permis de programmer des temps de rencontre, de monter en compétences entre tiers-lieux. Ça, c'était assez chouette parce que on s'est dit, il n'y a rien de mieux que se parler et que partager nos problématiques et s'entraider pour comprendre et imaginer des projets pérennes. Donc ça, c'était aussi important à dire. Et oui, là, on se lance dans un nouveau projet de tiers-lieu dans le centre-bourg de Séry, en partenariat avec la mairie. Chouette. On a hâte de voir toutes ces évolutions. Mais voilà, moi, à chaque fois, ce mot co-construction, je le retrouve beaucoup et j'ai l'impression voilà, qu'il faut aussi avancer étape par étape et saisir les opportunités tout en faisant voilà, réseau et maillage pour voir qu'est-ce qui émerge. Ouais. Et je trouve ça intéressant quand tu me réponds à ma question de le projet deviendra ce que aussi les habitants et les besoins en feront. Et c'est vrai, quoi, il faut être dans cette adaptation et savoir répondre voilà, à un besoin, à un instant T, tout en prenant le contexte en compte et les évolutions qui arrivent aussi. C'est ça. Bien sûr, en gardant les valeurs du projet et sa ligne directrice. Oui. Ok, chouette. Merci beaucoup, Stéphanie. Je pense que là, on a vraiment plus compris comment le projet a émergé, qu'est-ce que vous faites finalement et comment ça s'est construit, qui est autour de ce projet. Là, j'avais quelques questions autour de plutôt ta posture entrepreneuriale. Et après, je proposerai plutôt un temps plus interactif avec le public. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser de manière un petit peu plus fluide que sur la conversation. Donc, est-ce que, moi j'aime bien poser ces questions, mais est-ce que tu as un échec que vous avez vécu, mais qui finalement s'est avéré être positif par la suite, que tu aimerais partager? Si tu n'en as pas, ça marche. Oh, si, j'en ai, mais attends. Après, il y a des échecs de différents ordres, c'est-à-dire qu'il y a celui de, par exemple, pas arriver, en plus en venant, moi, du monde culturel, à installer un espace de résidence artistique dans le tiers-lieu. Ça, c'est un truc, moi, ça me gratte perso. Enfin, c'est un truc, ça faisait pas partie quand on a dit l'idée de l'utopie. Moi, il y avait des artistes, il y avait de la création, il y avait un truc autour de ça. Donc, quand... je ne sais pas si c'est un échec ou si c'est de la sagesse de se dire non, c'est pas le moment. C'est peut-être pas le moment maintenant et ça viendra vite. Ouais. Après, il y a un truc peut-être plus structurel qui est, je sais pas, pareil, je sais pas encore si c'est si c'est un. On a été approché dans la co-construction par la communauté de communes du Bocage bourbonnais pour réfléchir ensemble, donc ça je remonte un peu en arrière, à un espace de coworking sur Bourbon-l'Archambault parce qu'ils ont le projet et c'est en train de se réaliser de construire un nouveau bâtiment dans lequel ils installeront leur bureau. Et quand ils nous ont fait la proposition, dans leur cahier des charges, il y avait que cet espace, il ne serait pas en centre-bourg. Okay. Mais il y aurait du mètre carré, il y aurait du matériel neuf et tout ça. Et là, la position du CA, ça a été de dire, en fait, non, l'objet de l'association, il est sur la revitalisation des centres-bourgs. Donc, ça ne fait pas sens par rapport à la colonne vertébrale, l'engagement qu'on a eu ensemble et tout ça. Donc, non, on ne fait pas. Et du coup, on ne le fait pas. Et il y a deux structures. Alors après, ce n'est pas la même nature, ce n'est pas le même projet, etc. Mais
il y a 2 structures qui vont coexister bientôt sur une ville de 2500 habitants. Et c'est un point d'interrogation sur est-ce que c'est un échec de la co-construction? Est-ce que c'est juste accepter que non, on a atteint une limite et que ça ne résonne pas avec le projet des uns ou des autres. Enfin, voilà. Ça reste un truc… Oui, oui, c'est aussi savoir faire des choix et sur le moment, peut-être que c'est parfois on a envie de dire oui à beaucoup de choses. Mais ce que j'entends aussi, c'est que votre manifeste, enfin les valeurs du projet, ont pu servir comme point de décision. Oui. Peut-être que, enfin voilà, peut-être en conseil aussi à des personnes qui montent leur entreprise, ça peut être bien de pouvoir se rattacher à pourquoi on fait le projet, pour qui, pourquoi et comment on le fait. Et quand on a des gros questionnements ou des dilemmes, c'est de justement pouvoir se rattacher à la colonne vertébrale du projet, de ses valeurs, et ça peut aider à faire un choix par la suite, quoi. Merci Stéphanie. Et enfin, en dernière petite question de ma part, du coup, alors là, c'est plutôt sur quelques astuces. Voilà. Est-ce que tu as vraiment une astuce que tu pourrais conseiller pour soit bien t'organiser, soit pour oser se lancer, oser entreprendre? Ou des fois, je sais qu'au début, on a beaucoup de blocages. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui a créé ton déclic ou plutôt dans ta manière de faire que tu aimerais partager en conseil? Moi, ce qui crée mes déclics au quotidien, c'est de ne pas oublier de réfléchir à ce que je fais, de me poser la question est-ce que c'est aligné avec ce que je me souhaite, en fait, être ma bonne pote, quoi. Voilà, ça m'aide. Ça m'aide aussi de m'entourer de gens qui m'aident à réfléchir. Et ça peut être des potes, ça peut être mon mec, ça peut être des conférences, ça peut être des bouquins. Enfin, l'inspiration, elle peut venir. Ça peut être des visites, ça peut être des gens. On ne pourrait pas supposer la première fois qu'on les voit que c'est des gens qui vont rallumer la flamme. Et puis, en fait, tout d'un coup, moi, au Mazier, c'est vrai que j'ai l'immense chance de rencontrer des gens que je ne connais pas tout le temps et de continuer à voir des gens que je connais régulièrement. Donc, je me sens privilégiée de ça. Et il y a des gens qui changent ma journée et ça ne peut pas s'anticiper. Après, sur oser se lancer, je reviens sur Empower parce que ça va avec la question aussi du leadership et et je trouve ça reboucle aussi avec le fait de quelle est la posture quand on est une femme et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on peut avoir, on nomme beaucoup le syndrome de l'imposteur, impostrice. On se dit, j'ai pas les épaules. Il y a beaucoup aussi de… Enfin, il peut y avoir en tout cas des discours qui restent, des petites voix dans la tête. Et moi, j'ai le souvenir d'un atelier au sein d'Empower où on a été invités à réfléchir à quel type de leader on admirait et vers où on voudrait pouvoir aller, s'il y avait quelqu'un qui nous inspirait et ensuite on l'a partagé et il y avait beaucoup de choses à apprendre sur ce que chacune voyait d'inspirant dans ces différents leaders et quel type de leadership pouvait guider un projet, une idée. Voilà. Ça, se poser la question de qu'est-ce qui nous motive. Ok. Ouais, ça aide. Merci. Oui, j'entends aussi, c'est aller à des moments, visiter des lieux, participer à des conférences inspirantes. Ça peut aussi créer. Non, mais ça peut. Ouais, c'est ça. Et puis, il suffit d'une fois pour que ça enclenche quelque chose. Merci beaucoup, Stéphanie. De rien. Je vais un peu arrêter de poser des questions pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont envie de te poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous mettez dans réaction le petit lever de main, soit, si vous voyez qu'il n'y a personne qui parle, vous pouvez déclencher votre micro et poser une question. L'équipe Coco Shaker, vous avez aussi le droit de poser des questions. Sauf moi. On n'a pas préparé d'autres questions, en fait, que celle de Pauline.
Ah, Hélène en a une. Super Hélène, le plus dur, c'est la première. Oui, bon, je me lance, comme ça va peut-être inspirer. Du coup, je sais que c'est des questions qui sont toujours un peu, enfin pas tendues, mais dans l'économie sociale et solidaire. Au niveau de la rentabilité, enfin de la pérennité économique, aujourd'hui, c'est une structure qui emploie combien de salariés et est-ce que c'est à l'équilibre ou, enfin, si tu peux nous donner cette vision qui est quand même importante. Ouais. Oui, c'est une structure qui est à l'équilibre et qui emploie. En fait, dans l'histoire, on a commencé par être ouvert 3 jours par semaine et c'était géré par des bénévoles. On a vite fait le constat que la qualité d'accueil, elle était, enfin, c'est pas qu'elle n'était pas au rendez-vous, mais elle n'était pas stable. C'est-à-dire que si c'était moi qui accueillais ou si c'était voilà, quelqu'un d'autre, il n'y avait pas la même. Je sais pas. Ça pouvait être discuté, quoi. Voilà. Donc, on s'est dit, il y a peut-être un petit bug là dans l'idée de dire. Si on ouvre la porte et que le prix du café il change quand c'est moi qui le sers ou quand c'est quelqu'un d'autre, il y a un petit problème, quoi. Et là, on s'est dit, il y a besoin d'un rôle accueil. Et ce rôle accueil, au départ, le projet, ça je ne l'ai pas dit au départ, c'était de me créer mon propre emploi. C'était ce qui a motivé aussi le fait que je m'investisse et que que mes 2 ans de chômage ils servent aussi à ça. Et puis quand on s'est dit non, il faut un pôle accueil. Il faut quelqu'un qui soit fixe au Mazier et qui soit l'image du lieu, le visage du lieu. Et là, moi, je me suis dit, mais moi, je n'ai pas envie de ça. Ce n'est pas le moment pour moi. Je n'ai plus envie de ça. Et là, on a embauché quelqu'un d'autre. On a fait un recrutement. On a embauché quelqu'un d'autre qui est rentré en CDD à temps partiel. Donc, au départ, c'était un 24 heures à temps partiel. On a eu l'immense chance de trouver le mouton à 5 pattes. Donc, c'est Charline qui est toujours là, qui est en CDI maintenant. Charline Lavenu, elle est fab manageuse et elle est animatrice. Donc, elle a les 2 casquettes qui étaient importantes pour le projet. C'est-à-dire pouvoir animer des ateliers, en programmer et puis aussi avoir une connaissance technique sur les machines du Fab Lab. Et ensuite, assez rapidement, dans l'année qui a suivi, on a été labellisé espace de vie sociale par la CAF, qui a permis d'augmenter de la passer à temps plein et d'avoir une visibilité sur 4 ans. Enfin, l'espace de vie sociale, c'est 1 an de label test, quoi. Ensuite, à la fin de l'année, on dit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, tout ça. Et ensuite, on est parti sur une labellisation de 4 ans sur du fonctionnement. Donc, ça, c'était absolument génial pour un lieu comme un tiers-lieu, quoi, où la porte est ouverte de manière inconditionnelle. Ensuite, au fil de l'eau, on accueille des stagiaires, on accueille bien volontiers des gens qui veulent venir voir comment ça se passe et tout ça. Et on a rencontré Abiba, qui était en formation animatrice multimédia au CRP Lamotte et qui est venue faire son premier stage d'observation, qui a tellement aimé qu'elle est revenue faire son 2e stage, qui a tellement aimé qu'elle a fait son 3e et son 4e stage. Et on s'est tellement aimé qu'on lui a fait un CDD en se disant il y a du sens, quoi. Il y a un truc qui match. Et puis en plus, elle accompagne super bien les gens. Et puis nous, ça nous décharge sur du temps individuel qui est peu rentable. C'est 2,50 € de l'heure, l'accompagnement individuel au numérique. Et c'est 1 heure, quoi. Et dans une journée, c'est beaucoup, 1 heure. Et donc, voilà, on a commencé comme ça, par des petites expérimentations. Et ce sont ces 2 personnes qui sont vraiment le socle de l'activité et qu'on a pu passer en CDI, qu'on a passé en CDI dès qu'on a pu. Donc, quoi qu'il se passe, ce sont les 2 jambes du Mazier. Et ensuite, donc maintenant, elles sont toutes les 2 en CDI à temps plein. Et ensuite, les 3 autres postes qui sont autour, parce qu'on est 5 aujourd'hui, ils sont rattachés à des missions. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un mi-temps sur le dossier fabrique de territoire, ce qui me permet d'être là aujourd'hui et de permettre au Mazier de continuer à rayonner, à se faire connaître et tout ça. On a un temps partiel sur du développement de la communication et de la relation aux entreprises pour développer l'espace de coworking. Donc ça, c'est un pari. Manon, elle était là en alternance la première année et on a prolongé sa mission. Et puis le 3e poste, c'est une opportunité, c'est qu'on a été repéré par… il y a eu des secrétaires d'État qui étaient il y a eu tout un moment où
tout le staff Macron était vachement, enfin ça va revenir je pense là avec la campagne, mais était vachement en voyage, quoi. Ils ont quitté la capitale et ils sont venus visiter le Mazier en décembre 2020, oui c'est ça, au moment où il y avait le dispositif des conseillers numériques. Et ce qui nous a permis de nous positionner sur… Ah bah d'accord, ils étaient dans un tiers-lieu de la Creuse, donc ils sont bien repartis, ils ont repris le train. Donc voilà, on a eu l'opportunité d'accéder à un poste de CDD de conseiller numérique qui a intégré l'équipe. Donc aujourd'hui, on est 5, mais le fonctionnement habituel, on va dire hors projet, c'est 2. Mais il y a plein de tiers-lieux, en tout cas, enfin de porteuses de projets de tiers-lieux, Stéphanie, qui sont là. J'ai vu dans le chat, il y en a un à Eda. Alors, je remonte parce qu'on a pas mal discuté dans le chat. Il y en a un à Eda. Cyriane, un projet à Langeac en Haute-Loire qui ne s'appelle pas tiers-lieu, mais qui est un habitat écologique intergénérationnel. Donc, on a Sandrine, ancienne incubée, qui travaille sur un tiers-lieu dans la gare de Saint-Germain-des-Fossés. Estelle et Bénédicte de Puy-Guillaume, lieu de vie et d'accueil pour jeunes adultes en situation de handicap. Voilà, il y a plusieurs tiers-lieux. N'hésitez pas à poser des questions. Après, moi, tiers-lieu, c'est vrai que je ne l'ai pas réinterrogé comme vocabulaire. Je l'emploie à tort et à travers parce que moi, c'est un mot qui me parle. Mais il y avait des tiers-lieux avant que le mot existe. Et il y en aura d'autres quand le mot n'aura plus de sens. Enfin, voilà. Il y a des cafés associatifs, il y a des centres sociaux. Effectivement, il y a de l'habitat collectif. Il y a plein de formats sous ce jargon-là. Ah, je vois qu'il y a Anne Fontenay qui lève la main et Cyriane dans le chat qui me dit si, il y aura bien un tiers-lieu. Je crois que ça représente bien ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de choses à mettre dedans. Anne, si vous voulez prendre la parole. Merci. Déjà, merci pour tout ça. C'était très intéressant. Moi, je me posais la question, quand on n'a pas la possibilité de monter son propre projet, que ce soit un tiers-lieu, que ce soit de l'ESS globalement, mais qu'on a envie de travailler là-dedans, qu'on cherche un boulot à temps partiel. On prend les CV. Voilà. On fait comment? Non, mais je pose la question globalement à toi, Stéphanie, et à d'autres. Voilà, quand on cherche à s'incruster, qu'on n'a pas forcément bac+5 en tiers-lieu, voilà. Est-ce que vous avez des idées pour ce genre de profil? Moi, je peux juste répondre qu'on reçoit pas mal de demandes comme celle-ci sur je veux venir une journée, je peux venir 2 jours en observation et on les accepte bien volontiers déjà pour faire connaissance, parce que ça, c'est un peu le truc. Encore une fois, on revient au réseau et aux freins, mais ne pas hésiter à prendre contact avec des lieux. Et puis, bon, au pire, on se prend une porte dans la figure, on s'en remet en général. Donc, moi, j'inviterais à ça, surtout dans l'écosystème un peu tiers-lieu, Fab Lab. C'est assez fréquent. Enfin, on est habitué à recevoir des demandes comme ça. Et puis les gens qui te disent non, c'est ceux qui sont pas passés par là. Alors, c'est drôle dans le chat. Donc, on a Sandrine qui dit « Moi, je cherche toujours une associée. » Ah, ben voilà. Saint-Germain-des-Fossés. Donc, l'instant… C'est comme ça que les connexions se font. C'est en faisant des événements ou du réseau. Mais Anne, si jamais aussi il y a la CRES, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, du coup, qui fédère du coup, les structures de l'ESS et du coup, qui ont aussi une bonne connaissance des structures ESS, notamment associations, tiers-lieux, SCOP, SIC et j'en passe. Voilà, et du coup, je pense que ça peut être une première approche, peut-être de regarder un peu, de s'abonner aux newsletters, d'acteurs dans ces domaines-là, parce que c'est là où on peut piocher quelques informations, quoi. Je vois qu'il y a des mariages dans le chat. Ouais, c'est ça. Sauf que de Saint-Germain-des-Fossés à Langeac, ça fait peut-être un petit peu loin, mais bon. Et par contre, Stéphanie, instant promo, vous avez l'événement Fête des tiers-lieux vous organisez en février. Oui, merci de relayer. Oui, oui, on organise dans le cadre… super, vous avez mis le… On a tout prévu. Vous êtes trop forte. Dans le cadre du label Fabrique de territoire en consortium avec l'association La Péniche d'abord, on propose un temps de retrouvailles en vrai
à Bourbon-l'Archambault. Donc, ce sera l'occasion peut-être de découvrir cette charmante bourgade thermale. Les 25 et 26 février prochains. Le 25 après-midi, c'est plus un temps, il y a un petit temps institutionnel et un temps de conférence du président fondateur du Rameau, qui est une association qui fait de la recherche sur les mécanismes de concertation. Et d'ailleurs, l'équipe de Coco Shaker, je pense que ça pourrait grave vous intéresser aussi. Il vient faire un temps de conférence sur les catalyseurs territoriaux pour sortir un peu justement du vocabulaire tiers-lieu et tout ça. Léo. Voilà, donc évidemment, n'hésitez pas à vous inscrire, même si c'est juste pour la conférence. Voilà. Et le lendemain, le samedi, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur la suite, qu'est-ce qu'on veut, parce que la Fabrique de territoire, elle a impulsé une cartographie, un road trip des tiers-lieux, des temps d'échange et d'interconnaissance, mais le financement, il se termine là, fin d'année, et qu'est-ce qu'on fait après, quoi. C'est un peu, c'est un temps de réunion, d'interconnaissance et puis de programmation. Mais vous êtes évidemment tous, toutes les bienvenues. Il y a un lien, donc vous avez mis le ouais, c'est ça, vous avez mis, parfait. Le Calaméo, et il y a un lien Hello Asso. Si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit, mais c'est sur inscription avec les normes et tout en ce moment. C'est le jeu. Chouette. Et Stéphanie, je ne sais pas si c'est opportun, mais est-ce que tu voulais dire un mot sur Bardane? Je ne sais pas comment ça... Ça peut, mais vous êtes des bonnes RP, hein, les filles. Oui, et moi, j'ai une autre casquette parce que le mi-temps du Mazier est super enrichissant et aussi nécessaire pour pouvoir, entre l'impulsion et l'envol un peu de ce projet-là, il y a encore un temps d'accompagnement et de présence de ma part qui est important. Mais à côté, je suis aussi investie dans une autre association qui s'appelle Bardane et qui travaille sur la question de la résilience dans les territoires ruraux. Et on développe un accompagnement aussi pour les tiers-lieux en émergence. Alors, je ne sais pas si c'est la Marie-France qui a participé à la pépinière de l'année dernière qui est présente, mais on a accompagné des tiers-lieux de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la formalisation de leurs projets. Et voilà, et il se passe plein d'événements à l'intérieur de Bardane. Je vous invite vraiment à aller fureter sur le site internet parce qu'il y a aussi des fresques, du climat, de la renaissance écologique. Il y a une veille qui est faite et qui est assez intéressante sur ces problématiques de développement local, en particulier dans le monde rural. Donc, allez-y, jetez. Ah, c'est la Marie-France de Bardane. Okay. Donc, vous pouvez demander à Marie-France, elle peut témoigner. Elle a été membre de la pépinière des tiers-lieux ruraux numéro 1, version expérimentale. Et là, on va lancer la V2 bientôt. On n'avait pas que des tiers-lieux, hein, puisqu'on avait aussi Justine du Cantal. Je ne sais pas si elle était connectée avec Clémence, du coup, de Catapulte. Et Justine, elle s'est présentée dans le chat. Ils développent des solutions de communication pour les entrepreneurs. Voilà, et ils sont basés à Aurillac. Du coup, là, il y a une question de Cyriane. C'est vrai je ne sais pas si on l'a évoqué. Tu as raison, Cyriane. C'est les statuts juridiques du Mazier. Ouais. Et alors, le Mazier, c'est juste le nom du lieu parce qu'il a été choisi après coup par les adhérents, en fait. La structure juridique, c'est une association, loi 1901, qui s'appelle Bocage Numérique. Dans les statuts, on a inscrit le fait de pouvoir un jour peut-être passer en SIC sans changer de personne morale. Ça fait partie des choses qu'on avait mis dans les options et puis sur lequel on manque de temps pour investir et rendre concret. Mais c'est vrai que la SIC, c'était une option et ça reste quelque chose d'ouvert. Et pour l'instant, on est une asso. Merci. Il y a une petite question justement dans le chat. C'est Justine justement du Cantal qui la pose. Une question pour le Mazier. C'est quoi le grand rêve du projet qui paraîtrait impossible? C'est faire partie d'une société qui permet aux gens d'apprendre les uns des autres, de contribuer, de s'entraider en mettant de côté les égos et les comment je pourrais dire, et les enjeux de pouvoir, pour pas dire politicien.
Je vois pas trop d'autres questions. Nous, on a un petit instant promo aussi à faire. Ah, il y avait une petite Moi, j'ai question. juste une dernière question. Allez-y. Pourquoi avoir prévu au départ de pouvoir passer en SIC et de ne pas garder le statut asso? Parce qu'en fait, c'était les conseils qu'on nous avait faits sur, comme à l'intérieur, on a un café associatif, au sein du Fab Lab, on peut aussi faire des prestations, c'est-à-dire que, par exemple, on peut nous appeler en disant, parce que le principe de base, c'est pas faire à la place des gens, c'est apprendre aux gens à faire. Sauf que la vraie vie, c'est que tout le monde n'a pas ni le temps, ni les moyens d'apprendre, et qu'il y a aussi des commandes qui nous arrivent et on s'est dit, ça peut être intéressant pour l'équilibre financier de la structure. Donc, on accepte des commandes sous forme un peu prestation, mais c'est à la marge et ça reste sur des demandes d'associations locales. Voilà, on reste sur de l'ordre. On ne veut pas être concurrentiel avec une boîte qui se montrait à côté et qui pourrait faire la même chose. Et voilà. Mais malgré tout, dans cette logique, même si nous, le curseur, il est bas par rapport à ces questions-là, on pourrait être interrogé sur, parce qu'en tant qu'association avec un chiffre d'affaires qui est en dessous de 66 000, ou je ne sais plus, oh là là, un truc comme ça, on est non éligible à la TVA. Mais ces deux activités-là de prestation et de café, elles pourraient être très légitimement éligibles à la TVA. Donc, quand on avait analysé le modèle économique en se disant s'il y a d'un coup le café ou d'un coup le Fab Lab prenait une place vraiment très importante dans les équilibres budgétaires, on devrait basculer sous un autre modèle fiscal. Et pour éviter de perdre aussi Les avantages de l'association. Bah ouais, c'est ça. Puis l'association, c'est vrai que son objet, c'est une association à but non lucratif et de faire du lien social. On a du lien, on a de la vitalité économique à l'intérieur, mais ce qui fait la couleur du lieu, c'est le lien qu'elle permet. Donc ça, c'est vrai que donc on nous avait dit en SIC, c'est plus facile d'identifier les parties qui sont de l'ordre du commercial, les parties qui sont plus de l'ordre de l'utilité sociale, de l'intérêt général. Et au moins, c'est extrêmement clair fiscalement. Dans l'association, tout est un peu mélangé. Ce qui nous permet d'analyser les différentes choses, c'est vraiment le côté analytique de notre budget et de régler les curseurs quand on voit que ça ne va pas dans le bon sens. D'accord. Et puis sur la SIC, il y avait aussi un truc qui est très stimulant, c'est de pouvoir réfléchir le modèle de gouvernance autrement qu'une association et de se dire, OK, tel collège a tel poids dans la décision, alors que dans une association, une personne égale une voix. Donc, c'est aussi une façon de voir autrement la coopération et la prise de décision ensemble. Donc, ça aussi, philosophiquement, ça nous intéressait, mais ça demande cet aspect-là, notamment, il demande une maturité de notre part et des potentiels contributeurs de la SIC autour et qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore assez mature, on le sent ça. D'accord. Merci. Dans le chat, il y a une question qui est liée, je pense, avec ta réponse à la question précédente, justement un peu sur le rapport aux élus, notamment sur un projet très social qui peut être étiqueté de gauche. Bienvenue entre guillemets. En fait, la perception du projet, elle est effectivement… après, je ne veux pas non plus te faire de généralité sur les étiquettes politiques, mais c'est vrai qu'on peut observer que ce que certaines personnes retiennent, c'est plus l'aspect coworking et d'autres plus l'aspect social. Enfin, ça dépend un petit peu des sensibilités et puis de l'analyse aussi, parce que les élus, ils ont une place d'observation qui est vachement intéressante parce qu'eux, ils voient plein de monde, plein d'événements, plein de gens. Ils sont à la croisée de nombreuses informations et ils en tirent une analyse. Donc, il y en a certains qui verront l'intérêt d'un tiers-lieu parce qu'il y a de la vitalité économique, mais ça peut être économie sociale et solidaire. C'est pas forcément… il y en a d'autres qui se diront, bah oui, sur le territoire, les gens ils témoignent d'une forme d'isolement ou de besoin de se connecter qui n'est pas… toujours, ça dépend encore des coins, qui n'est pas toujours rempli parce qu'il y a quand même
un tissu associatif et un tissu du service public qui reste quand même fort en France. Il y a certains endroits qui se sentent plus relégués, mais ça reste quand même un pays plutôt bien doté. Et voilà, ça dépend un peu des sensibilités politiques et de ce qui a aussi été posé comme projet. C'est-à-dire que souvent, quand on arrive avec un projet d'entreprise, on vient interroger les projections à 2030, 2050. Parce que les élus, ils sont sensibles à se dire OK, on nous amène quelque chose d'un peu différent et comment on l'intègre comment on imagine le territoire dans 10, 20, 30 ans. Ça, c'est intéressant à travailler. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut aussi de la confiance et du partage autour de ces questions-là stratégiques, en fait. Mais c'est vachement intéressant. Il y a une remarque du coup dans le chat de Anne qui dit que la question de la ruralité peut être un levier apolitique aussi. Ça peut. Et ça peut aussi ne pas. La réponse de Gascon. De toute façon, je vois l'heure qui passe et on va peut-être clôturer autour de ça. Mais voilà, n'hésitez pas je ne sais pas s'il y a une newsletter par exemple au Mazières, au Bocage numérique, voilà, vous inscrire. Et si vous avez d'autres questions, soit passer directement par Stéphanie si elle est OK, soit par nous. Voilà, il y a des temps d'échange qui sont aussi monnaie courante. Je vais vous mettre mon adresse mail si vous avez envie de tout attendre. Et je confirme que la newsletter est super. Je fais souvent des réponses à Stéphanie en lui disant « J'adore ta newsletter ». Donc, je vous conseille de vous abonner. J'aime bien l'écrire, j'avoue. C'est mon petit plaisir qui n'est pas sur ma fiche de poste, mais j'aime bien le faire. Eh ben, alors, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute. Merci. Ouais, t'inquiète pas, Fanny, j'ai pas oublié. Et merci, Stéphanie, bien sûr, pour ton partage. C'est super important pour nous aussi d'avoir pu compter sur ça. Et pour nous, même pour l'équipe, en tout cas pour moi, c'est toujours des apprentissages intéressants. Donc, c'était chouette de pouvoir le partager à d'autres personnes. Et avant que vous partiez tous, on voulait quand même vous partager quelques prochains événements qui sont aussi en lien avec la thématique. Donc, Fanny, je te laisse présenter nos prochains événements. Oui, nous aussi, on fait un petit peu de promo. Je vous ai mis dans le chat donc les prochains événements. En tout cas, pour ceux qui ont des projets, Pauline a une rencontre porteur de projet ce jeudi. Mais ce qui peut être intéressant, notamment pour les projets de lieu, c'est que le 3 février, on a une journée un peu spéciale avec Village Vivant, qui est donc une foncière solidaire pour en fait, redynamiser les villages. Et il y a donc à la fois le café Coco Shaker le matin, qui est 100% en visioconférence. On espère que c'est le dernier café 100% en visioconférence. Donc oui, ça sera un peu une introduction, ils vous présenteront ce qu'ils font. Mais l'après-midi, de 14h à 16h, il y a un atelier du coup avec eux, là qui est axé sur la thématique, accéder à l'immobilier d'activité dans les territoires ruraux. Donc ça peut peut-être être un sujet qui en intéresse certaines ou certains. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit sur inscription. Et enfin, pour ceux qui sont dans l'Allier, puisque Stéphanie est dans l'Allier, on va venir le 16 février à Moulins, du coup, organiser une journée shaker de territoire, donc avec des ateliers dans la journée et qui se clôturera par un moment convivial. En plus, je crois que c'est la réouverture on a le droit de boire debout, donc sans doute qu'il y aura un moment convivial à la fin de cette journée. Je vous ai mis dans le chat et tout est du coup sur info et inscription hello@cocoshaker.fr. Si vous avez un doute, n'hésitez pas. Merci Fanny. Et alors, Marie-France dit « Je recommande l'intervention avec Village Vivant, action très intéressante pour ceux qui ont besoin de local pour leur futur projet, pour leur futur lieu. » Donc voilà, n'hésitez pas à participer en nous écrivant. Et sur cela, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine et merci de votre participation. Merci à tous. Merci Stéphanie, merci à tous. Au revoir.